Mon frère arrogant a essayé de s'approprier ma nouvelle maison, la suite parentale est à moi. J'ai acheté une maison historique d'une chambre et j'ai répondu, il n'y a pas de suite. Il a hurlé, où dormiront mes enfants? Ma mère a exigé que j'achète une demeure de 5 chambres uniquement pour que mon frère au chômage, Bastien, et sa famille puissent vivre dans le luxe à mes frais. J'ai souri, accepté de m'occuper de leur logement, et j'ai secrètement finalisé l'achat d'un pavillon historique d'une chambre. Quand ils ont vu les clés, ils ont hurlé. Avant de continuer l'histoire d'aujourd'hui, nous avons une annonce urgente à faire. En raison de problèmes techniques, nous nous réorientons vers une autre chaîne. Veuillez vous abonner à notre nouvelle chaîne, Inherited Revenge. Vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo, le commentaire épinglé et l'étiquette de collaboration sur cette vidéo. Assurez-vous de changer maintenant pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien. Maintenant, retour à l'histoire. La trahison n'a pas eu lieu dans une salle de réunion ou une ruelle sombre. Elle s'est produite dans la cuisine de mon enfance, autour d'une assiette de biscuits achetés en magasin qui avait le goût de la sueur et de la tromperie. J'étais déjà vulnérable. Je luttais contre une migraine sévère depuis 3 jours. Le genre qui commence à la base du crâne et s'enroule autour des yeux comme un étau en fer chauffé à blanc. Ma vision était floue. Mon estomac était barbouillé. Et j'étais physiquement épuisé par un sprint de 6 mois au travail, à coder jusqu'à 3 heures du matin, à gérer une équipe à distance sur 3 fuseaux horaires et à obtenir une promotion accompagnée d'une augmentation de salaire significative que j'avais stupidement gardée pour moi. Du moins, c'est ce que je pensais. J'étais venu chez ma mère parce qu'elle avait dit qu'elle avait de la soupe. Il n'y avait pas de soupe. Il y avait juste Hélène, assise en bout de table, les mains jointes, et Bastien, mon frère aîné, appuyé contre le comptoir avec ce sourire suffisant et paresseux qui lui permettait de se sortir du pétrin depuis qu'il avait 5 ans. « Isabelle, assieds-toi » a dit Hélène. Ce n'était pas une invitation. C'était une convocation. Je me suis enfoncé dans la chaise en bois dur, protégeant mes yeux de la lumière fluorescente agressive du plafonnier. « Maman, j'ai vraiment juste besoin de m'allonger. Tu avais dit que tu avais fait une soupe de poulet et nouilles. Nous avons une crise, Isabelle. » Bastien a interrompu, prenant une bouchée d'une pomme qu'il avait sortie de la corbeille de fruits. Il mâchait la bouche ouverte, un bruit de mastication humide qui faisait pulser mon mal de tête. Clémence et moi nous faisons encore expulser. J'ai soupiré, me massant les tempes. Bastien, c'est la 3e fois en 2 ans. Je t'ai dit que je ne pouvais plus te prêter d'argent pour le loyer. Je viens tout juste de rembourser mes prêts étudiants. Nous n'avons pas besoin d'argent pour le loyer, a dit Hélène, sa voix prenant ce ton soyeux et dangereux qu'elle utilisait quand elle était sur le point de demander quelque chose d'impossible. Nous avons besoin d'une solution permanente. Je les ai regardées, confuse. D'accord, alors il faut que Bastien trouve un travail qui paie plus que le salaire minimum. Ou que Clémence arrête d'acheter des sacs à main de créateurs à crédit. Bastien a jeté violemment le tronon de pommes dans la poubelle. Ne commence pas avec tes jugements à la noix. Tu ne sais pas la pression que je subis. Voici le plan, a annoncé Hélène en faisant glisser une feuille de papier sur la table. C'était une impression du site Se Loger. Je sais que tu cherches à acheter une maison. Tu économises depuis 5 ans. J'ai vu tes relevés de compte. Mon sang s'est glacé. Tu as fouillé mon courrier. Je faisais du rangement, a-t-elle dit en agitant la main d'un air dédaigneux, comme si violer ma vie privée revenait à épousseter une étagère. Le fait est que tu as assez pour un acompte sur une propriété substantielle. Celle-ci. J'ai regardé la feuille. C'était une imposante maison bourgeoise de 5 chambres dans le secteur scolaire le plus cher du département. C'était 3 fois mon budget. Maman, c'est de la folie, ai-je murmuré. Je cherche un petit pavillon, juste pour moi. Ne sois pas égoïste, a sèchement répliqué Hélène. Bastien, Clémence et les enfants ont besoin d'un endroit. Tu achètes cette maison. Tu prends la suite parentale sous les combles. C'est très privé. Et ils prennent les étages principaux. Tu paies l'hypothèque. Ils couvriront les charges quand ils le pourront. Tu veux que j'achète une demeure que je ne peux pas me permettre pour loger une famille de 5 que je n'ai pas créée, ai-je demandé, la voix tremblante, non pas de peur, mais d'une rage soudaine et bouillonnante. C'est ce que fait la famille, a dit Bastien en me faisant un clin d'œil. De plus, tu es célibataire.
Pourquoi aurais-tu besoin d'espace? Nous te rendons service. Tu ne seras pas seul. L'audace était si pesante que j'avais l'impression qu'elle m'écrasait la poitrine. Il ne me voyait pas comme une fille ou une sœur. Il me voyait comme un portefeuille sur pattes. Il voyait mon travail acharné, mes nuits tardives, mon stress migraineux comme rien de plus qu'une ressource que Bastien pouvait exploiter. Je ne le ferai pas, ai-je dit en me levant. Si tu ne le fais pas, a dit Hélène, ses yeux se plissant en fente, alors ne prends pas la peine de revenir pour Noël ou Pâques. Et ne t'attends pas à ce que je réponde quand tu appelleras. Tu es ton frère, ou tu n'es plus ma fille. J'ai regardé Bastien. Il souriait d'un air suffisant. Il savait qu'il avait gagné. Il savait qu'Hélène était mon point faible, que je recherchais son approbation comme une drogue. Mais en regardant son visage suffisant, quelque chose s'est fracturé en moi. Ce n'était pas une rupture. C'était un changement. Un réalignement des plaques tectoniques au plus profond de mon âme. D'accord, ai-je menti, la voix vide. Je vais regarder la maison. La trahison n'était pas qu'ils voulaient mon argent. C'était qu'ils étaient prêts à cannibaliser mon avenir pour nourrir la médiocrité de Bastien. Le trajet de retour vers mon appartement exigu a été un brouillard de larmes et de nausées. J'ai dû m'arrêter 2 fois pour avoir des hauts-le-cœur sur le bord de la route, mon corps rejetant le stress qu'il venait de me faire ingurgiter de force. Mon téléphone vibrait sans cesse sur le siège passager. Bastien, juste pour savoir si la maison a une piscine. Sinon, nous devons prévoir un budget pour une. Hélène, assure-toi d'obtenir une préapprobation d'ici vendredi. Le propriétaire de Bastien leur donne 2 semaines. Bastien. Aussi, j'ai besoin du garage pour mon atelier. Ne gare pas ta voiture dedans. J'ai fixé l'écran, la lumière bleue illuminant les larmes qui séchaient sur mes joues. Son atelier. Pour l'entreprise de menuiserie qu'il avait lancée et abandonnée 3 fois. Pour le hobby de restauration de voitures qui avait abouti à un châssis rouillé sur la pelouse de maman pendant 6 ans. J'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Ils étaient déjà en train d'emménager. Dans leur esprit, l'affaire était conclue. Ils arrangeaient mentalement les meubles dans une maison que je n'avais même pas encore achetée. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai fait les 100 pas dans mon petit studio, celui où je dînais sur mon lit parce qu'il n'y avait pas de place pour une table. J'avais économisé chaque centime pendant 6 ans. Je conduisais une berline de 10 ans. Je me coupais les cheveux moi-même. J'avais fait tout ça pour acheter mon sanctuaire, un endroit où je pourrais respirer. Un endroit où le silence était une qualité, pas un défaut. Et il voulait me le prendre. Il voulait le remplir avec les enfants hurlants de Bastien, le désordre de Clémence et le jugement d'Hélène. Je me suis assise à mon ordinateur, ouvrant les annonces immobilières. Mon doigt a survolé le lien de la maison bourgeoise de 5 chambres qu'Hélène avait exigée. Elle était belle, objectivement, et c'était une prison. Puis j'ai cliqué sur un onglet sauvegardé, une annonce que je convoitais depuis des mois, mais que je n'avais osé montrer à personne. Le pavillon du gardien. C'était une maison de gardien historique construite en 1920. Entièrement restaurée, toit en ardoise, gouttière en cuivre, cheminée en pierre d'origine. Elle se trouvait sur 1,5 hectare de terre protégée, ce qui signifiait que personne ne pourrait jamais construire à proximité. Elle était chère, presque le même prix que la grande maison bourgeoise en raison du terrain et de l'importance historique. Mais voici le clou du spectacle. Elle faisait 75 mètres carrés, une chambre, une salle de bain, une cuisine de la taille d'un placard, mais avec des comptoirs en marbre, un salon conçu pour un fauteuil et un livre. C'était un écrin, une forteresse de solitude. J'ai regardé le plan. Chambre principale 4 mètres sur 4. Salon 4 mètres 50 sur 4 mètres 50. Pas de sous-sol, pas d'accès au grenier, pas de garage. Une résolution sombre et froide s'est installée en moi. C'était le genre de calme qui précède une tempête, ou peut-être qui se trouve juste dans son œil. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un texto à mon agent immobilier, Sophie. Je suis prête à faire une offre. Au prix demandé, content, mais j'ai une condition spécifique concernant la date de signature. J'ai ensuite répondu à Bastien. Je m'en occupe. Arrête de t'inquiéter. Vous aurez un toit sur la tête. Ce n'était pas un mensonge. Je m'assurerai qu'ils aient un toit.
J'ai juste jamais précisé que le toit serait assez grand pour couvrir leur ego. Ils avaient oublié une chose cruciale à mon sujet. J'étais une ingénieure en logiciel. Je construisais des systèmes basés sur la logique, des paramètres spécifiques et l'obéissance malveillante. S'ils voulaient que j'achète une maison pour la famille, j'achèterais la maison qui correspondait à ma définition de la famille, qui, à ce moment-là, était une population d'une personne. Pour comprendre pourquoi j'ai fait ce qui a suivi, il faut comprendre l'histoire de Bastien. Bastien était l'enfant chéri, le fils premier-né, le porteur du nom de famille. Aux yeux d'Hélène, le soleil se levait et se couchait dans ses yeux noisettes ordinaires. Quand nous étions enfants, si Bastien cassait un vase, c'était parce que le vase était placé de manière précaire. Si je cassais un vase, j'étais maladroite et négligente. Quand Bastien obtenait un C en mathématiques, le professeur était incompétent. Quand j'obtenais un A-, je ne me donnais pas à fond. J'avais passé toute ma vingtaine à subventionner son style de vie. Quand il a voulu être disque jockey, je lui ai acheté les platines. Il les a vendus 2 mois plus tard pour acheter des billets de concert. Quand il a voulu lancer un empire du paysagisme, je lui ai acheté le camion. Il l'a accidenté en conduisant ivre, et Hélène m'a fait payer l'avocat pour lui éviter la prison, affirmant qu'un casier judiciaire ruinerait son potentiel. Son potentiel, cette bête mythique que nous chassions depuis 3 décennies et que nous n'avions jamais trouvée. 2 jours après l'ultimatum, je suis allé retrouver les antagonistes pour un brunch. Je devais garder les apparences pendant que les papiers pour le pavillon étaient en cours. Nous nous sommes retrouvés dans un bistrot haut de gamme que Clémence avait choisi. Bien sûr, elle a commandé les œufs bénédicts au homard et 3 mimosas. Clémence était un sacré numéro elle aussi. C'était le genre de femme qui publiait des citations sur la culture de l'acharnement au travail sur Instagram, mais qui n'avait pas eu d'emploi rémunéré depuis 2018. Elle croyait qu'elle était destinée à une vie de loisirs. Et Bastien l'avait convaincu qu'il était le vaisseau pour la lui offrir. Alors, Isabelle, a dit Clémence, agitant une fourchette dégoulinante de sauce hollandaise. Je regardais l'annonce que ta mère nous a montrée. La cuisine est un peu démodée. Nous allons devoir arracher ces placards. Je veux un style shaker blanc et un évier de ferme. Nous, ai-je demandé, en prenant une gorgée de café noir. Eh bien, c'est moi qui vais cuisiner dedans, a-t-elle ri, un son strident qui m'a hérissé les nerfs. Tu es toujours sur ton ordinateur. Tu commandes probablement à emporter tous les soirs. En fait, je cuisine pas mal, ai-je dit doucement. Peu importe, a interrompu Bastien. L'important, c'est le sous-sol. Je l'ai mesuré dans ma tête. Je peux y mettre une télé de 178 cm. Ça va être la cave d'homme ultime. Je veux que tu t'assures que le câblage est aux normes pour un système de son ambiophonique. Et les enfants, a ajouté Hélène, essuyant une miette de sa lèvre. Les jumeaux ont besoin des chambres qui donnent sur le jardin. Ils ont besoin de lumière du soleil. Tu peux prendre la chambre près de la rue, Isabelle. Le bruit de la circulation ne te dérangera pas. Tu dors avec des écouteurs de toute façon. Je les ai regardés. Vraiment regardés. Il disséquait mes finances, ma cote de crédit et mon avenir, le dépeçant comme une dinde de Thanksgiving et me laissant la carcasse. Il n'y avait aucune gratitude, aucune reconnaissance du fait que j'étais sur le point de dépenser 465 000 €. Pour eux, c'était simplement l'ordre naturel des choses. Isabelle donne, Bastien prend, et Hélène applaudit la transaction. J'ai une question, ai-je dit, en gardant ma voix stable. Si j'achète cette maison, cette immense maison, comment allez-vous aider avec les factures? L'électricité seule coûtera 370 € par mois. Le chauffage en hiver. Bastien a ricané, levant les yeux au ciel en direction d'Hélène. Ça y est, voilà la comptable. Nous sommes une famille, Isabelle, a dit Bastien en se penchant. Je suis sur le point de décrocher une grosse opportunité. J'ai 7 entretiens la semaine prochaine pour un poste de directeur des ventes. Énorme commission. Une fois que ça démarrera, je paierai pratiquement l'hypothèque pour toi. Tu fais un investissement en nous. Un directeur des ventes, ai-je demandé. Bastien, tu n'as pas d'expérience dans la vente. J'ai le sens du contact, a-t-il crié, en frappant la table de la main, faisant sauter les couverts. Les gens aux tables voisines se sont retournés pour regarder. Mon Dieu, tu es si peu solidaire.
C'est pour ça que tu es célibataire. Tu émascules tout le monde autour de toi. Hélène a tendu la main et a tapoté celle de Bastien. Calme-toi, chérie. Elle ne le pense pas. Elle est juste anxieuse. Elle n'a pas l'habitude de prendre de grandes décisions comme celle-ci. Elle a tourné son regard froid vers moi. Règle ça, Isabelle. Achète la maison. Excuse-toi auprès de ton frère. J'ai regardé le homard dans l'assiette de Clémence, que j'allais payer. J'ai regardé le visage rouge et en colère de Bastien. J'ai regardé le regard attendant et exigeant d'Hélène. Je suis désolé, Bastien, ai-je dit. Tu as raison. Je vais m'assurer que tu obtiennes exactement ce que tu mérites. J'ai fait signe au serveur pour l'addition. J'ai payé la note de scène 40 € sans un mot. En marchant vers ma voiture, mon téléphone a vibré. C'était Sophie, l'agent immobilier. Offre acceptée. Le pavillon du gardien est à vous. Signature dans 10 jours. J'ai souri pour la première fois en une semaine. Ils voulaient une maison. Je leur avais trouvé une maison. Les 10 jours précédant la signature ont été une leçon magistrale de dissociation. Je vivais 2 vies simultanément. Dans une vie, la réalité que ma famille habitait, j'étais la fille dévouée qui rentrait enfin dans le rang. Mon téléphone vibrait sans cesse de leurs exigences, qui s'étaient transformées de requêtes en ordres architecturaux détaillés. Clémence m'a envoyé 42 liens vers des meubles de style champêtre chic totalisant plus de 28 000 € avec la légende, juste des idées pour le salon formel. Mets-le sur ta carte pour les points. Bastien m'a envoyé des croquis approximatifs d'un mur multimédia qu'il prévoyait de construire dans le sous-sol du manoir imaginaire, exigeant que j'engage un entrepreneur pour pré-câbler les cloisons sèches avant le jour du déménagement. Hélène m'appelait tous les matins à 7 h pour me rappeler que la suite d'invités, ma chambre, devait être assez éloignée de la cuisine pour que je ne dérange pas le sommeil de Bastien quand je faisais du café avant le travail. Dans ma vie réelle, cependant, je sécurisais méthodiquement ma forteresse. Je n'achetais pas seulement une maison. J'achetais ma liberté, et je savais que cette liberté devrait être défendue. J'ai engagé un serrurier spécialisé pour installer des pennes dormant sur la lourde porte en chêne du pavillon. Le matin de la signature, j'ai contacté le fournisseur d'accès Internet local pour mettre en place une connexion de qualité professionnelle uniquement à mon nom, avec un mot de passe si complexe qu'il faudrait un supercalculateur pour le cracker. Mais l'étape la plus cruciale a été l'enquête. Je savais qu'une fois que j'aurais lâché la bombe que le manoir n'existait pas et que le pavillon était un sanctuaire pour une seule personne, ils essaieraient de me culpabiliser pour me soumettre. Ils utiliseraient leur situation de dénuement comme une arme. Nous n'avons nulle part où aller. Nous serons à la rue. J'avais besoin d'un levier. Je devais savoir exactement pourquoi ils étaient expulsés cette fois-ci. Bastien avait prétendu que le propriétaire vendait l'immeuble. Cela semblait plausible, mais les mensonges de Bastien avaient toujours une odeur douceâtre distincte, comme des fruits pourris. J'ai pris une demi-journée de congé et je suis allé au bureau du greffier du département. Les archives publiques sont une chose merveilleuse. Il m'a fallu 20 minutes pour trouver le numéro de dossier associé à l'adresse actuelle de Bastien. Ce n'était pas une expulsion sans faute. C'était un procès pour destruction de biens et rupture de bail. Je me suis assise sur un banc en bois dans le couloir, lisant la plainte sur ma tablette. Le propriétaire ne vendait pas. Il les expulsait parce que Bastien avait tenté de rénover la location en abattant un mur porteur pour créer un concept ouvert, causant des dommages structurels à l'unité du dessus. Il y avait aussi des plaintes citées pour nuisances sonores, et c'était le clou du spectacle, des occupants non autorisés. J'ai continué à lire. Le jugement incluait des photos, des trous dans les cloisons sèches, de la moquette tachée de ce qui ressemblait à de l'huile de moteur, un jardin rempli de pièces de voitures rouillées. Puis j'ai passé un appel à une de mes amies aux ressources humaines de l'entreprise où Bastien prétendait avoir son grand entretien pour le poste de directeur des ventes. Isabelle, a-t-elle murmuré, passant clairement l'appel en cachette. J'ai vérifié le système. Nous n'avons pas de Bastien sur le planning des entretiens. Nous n'avons même pas de poste de directeur des ventes ouvert en ce moment. Nous sommes en gel des embauches. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de l'adrénaline pure de la confirmation. Il n'était pas malchanceux. C'était un menteur. Il allait détruire le manoir tout comme il avait détruit la location. Et il n'avait aucune perspective d'emploi pour payer les dégâts. J'ai tout imprimé.
Les documents du tribunal, les photos de l'appartement détruit, le courriel confirmant le gel des embauches. Je les ai mis dans un dossier manille impeccable. Le matin de la signature, j'ai signé les papiers d'une main ferme. Les clés du pavillon du gardien étaient lourdes, faites de vieux fer. Elles semblaient froides et réelles. Félicitations, a dit l'agent de titre. C'est une propriété unique, très intime. C'est parfait, ai-je répondu. Je suis sorti vers ma voiture et j'ai envoyé un seul texto au groupe de discussion familiale. J'ai les clés. Retrouvez-moi à l'adresse que j'envoie maintenant. Amenez le camion de déménagement. Finissons. Le trajet jusqu'aux terres protégées a été d'une lenteur angoissante. J'ouvrais le convoi dans ma berline. Derrière moi, Bastien conduisait un énorme camion de location de 26 pieds qu'il avait sans aucun doute payé avec la carte de crédit d'Hélène. Derrière lui se trouvait le véhicule utilitaire sport d'Hélène, rempli jusqu'au toit avec Clémence et les 3 enfants. Ils m'ont suivi hors de l'autoroute principale, s'attendant à tourner dans le domaine des Chênes Verts, le lotissement où se trouvait le manoir. Au lieu de cela, j'ai signalé à gauche sur la route du Vieux Moulin. Mon téléphone a sonné immédiatement. C'était Bastien. « Où vas-tu » a-t-il exigé, sa voix crépitant via le Bluetooth. Le GPS dit que les domaines sont dans l'autre sens. Raccourci, ai-je dit calmement. Fais-moi confiance. Nous avons serpenté à travers les bois denses, la route passant de l'asphalte au gravier concassé. Les arbres formaient une canopée au-dessus, bloquant le soleil. C'était beau pour moi, mais je savais que cela devait leur paraître déroutant. Il n'y avait pas de pelouse manucurée ici, pas de piscine communautaire, juste le silence et la nature. Finalement, nous avons atteint la clairière. Le pavillon du gardien se tenait là, dans toute sa gloire humble et historique. C'était une structure en pierre, charmante et solide, avec du lierre grimpant sur la cheminée et un petit jardin parfaitement entretenu devant, mais il était petit, indéniablement, agressivement petit. Je me suis garé et je suis sorti. Je me suis tenu près du portail d'entrée, serrant mon dossier. Le camion a gémi alors que Bastien freinait brusquement. La poussière tourbillonnait autour du véhicule. Il a sauté à bas, laissant le moteur tourner. Il a regardé autour de lui, tournant en cercle, scrutant les arbres. « Où est-elle » a-t-il demandé. « L'allée est derrière cette petite cabane ?» Hélène et Clémence sont sortis du véhicule utilitaire sport. Les enfants ont immédiatement commencé à courir vers les parterres de fleurs. « Éloignez-vous de là » ai-je lancé, ma voix plus tranchante qu'ils ne l'avaient jamais entendue. Les enfants se sont figés. « Isabelle, chérie » a dit Hélène en ajustant ses lunettes de soleil. Je suis confuse. Nous nous sommes arrêtés pour une pause toilette ? Où est la maison ? J'ai pris une profonde inspiration. L'air sentait le pin et la terre humide. C'est ici, maman. C'est la maison. Il y eut un silence si profond qu'on aurait dit que les bois eux-mêmes retenaient leur souffle. Clémence a regardé le pavillon, puis le camion, puis de nouveau moi. Un rire nerveux s'est échappé de sa gorge. Bonne blague, Isabelle. Bastien a gloussé, bien que ses yeux ne souriaient pas. D'accord, très drôle. Tu as acheté la maison d'hôte ou quelque chose comme ça. Où est la propriété principale ? Il n'y a pas de propriété principale, ai-je dit, m'appuyant contre le poteau en pierre du portail. C'est le pavillon du gardien. 75 mètres carrés, une chambre, une salle de bain. Il se trouve sur 1,5 hectare de terre protégée. Aucune nouvelle construction n'est autorisée. Je ne comprends pas, a murmuré Clémence, son visage perdant toute couleur. Où dormons-nous ? Je dors dans la chambre, ai-je dit en désignant la seule fenêtre du 2e étage. Et vous, vous dormez bien, vous ne dormez pas ici parce que vous n'habitez pas ici. L'explosion a été instantanée. Quoi ? A rugi Bastien, son visage virant à un violet violent. Il s'est avancé vers moi, les poings serrés. Nous avons un camion plein de meubles. Nous avons quitté notre appartement. Nous n'avons nulle part où aller. Vous n'avez pas quitté votre appartement, les jeux corrigés, ma voix froide et détachée. Vous avez été expulsé pour l'avoir détruit. J'ai vu le procès, Bastien. Cela l'a arrêté une fraction de seconde. Il a cligné des yeux, regardant Hélène. Isabelle, a hurlé Hélène, se précipitant pour me saisir le bras.
Il me suit reculé hors de sa portée. As-tu perdu la tête? Tu avais promis. Tu avais dit que tu t'en occupais. Je m'en suis occupé, ai-je dit. Tu m'as dit d'acheter une maison. J'ai acheté une maison. Tu m'as dit d'utiliser mon argent. J'ai utilisé mon argent. Tu n'as jamais demandé si j'achetais une maison pour vous. Vous avez juste supposé. Vous avez exigé. Vous avez menacé de me couper les ponts si je n'obtempérais pas. Nous sommes ta famille, a crié Clémence, les larmes coulant enfin. Nous avons des enfants. Tu vas laisser tes neveux et nièces sans abri. Espèce d'égoïste, de garce sans cœur. Ne le fais pas, l'ai-je averti. Ne termine pas cette phrase. Ouvre la porte, a commandé Bastien. Il est passé devant moi et a saisi la poignée de la porte du pavillon. Elle était fermement verrouillée. Il l'a secouée violemment. Donne-moi les clés, Isabelle. Maintenant. Nous emménageons. Nous réglerons les arrangements de couchage plus tard. Je dormirai par terre s'il le faut, mais nous déchargeons ce camion. Non, ai-je dit. Donne-moi les clés, a-t-il crié en donnant un coup de pied dans la porte. Le chêne massif n'a même pas bougé, mais une éraflure est apparue sur le vernis. C'est de la destruction de biens, ai-je dit en sortant mon téléphone. Premier avertissement. La scène a sombré dans le chaos. Bastien faisait les 100 pas sur la petite allée en gravier comme un animal en cage, projetant du gravier sur mon nouveau revêtement. Clémence était assise sur le marchepied du camion, sanglotant bruyamment dans son téléphone, appelant probablement sa mère pour lui dire quel monstre j'étais. Les enfants pleuraient parce que les signaux Wi-Fi de leur tablette n'atteignaient pas si loin dans les bois. Hélène, cependant, a visé la jugulaire. Elle s'est ressaisie, a lissé son chemisier et s'est approchée de moi avec un regard de pure déception distillée. « Je ne t'ai pas élevé comme ça, a-t-elle dit, la voix tremblante d'un chagrin fabriqué. Tromper ton propre frère? Nous attirer ici avec un camion de déménagement, sachant qu'il n'y avait pas de place. C'est cruel, Isabelle. Ce n'est pas digne de toi. Cruel? J'ai ri. Un son rauque. Ce qui est cruel, c'est de dire à sa fille qu'elle ne mérite d'être aimée que si elle finance les échecs de son frère. Ce qui est cruel, c'est d'exiger que je prenne une hypothèque de 465 000 € pour une maison que je ne veux pas. Juste pour que Bastien puisse avoir une cave d'homme pour jouer aux jeux vidéo pendant que je travaille 16 heures par jour. Il a besoin d'aide, a crié Hélène. Il n'a juste pas eu de chance. Pas de chance? J'ai ouvert le dossier manille. Est-ce de la malchance qu'il ait abattu un mur dans une propriété de location qui ne lui appartenait pas? Est-ce de la malchance qu'ils doivent 3 700 € de dommages et intérêts? J'ai sorti les photos de l'appartement détruit et je les ai brandies. Hélène a reculé comme si je l'avais giflé. Je n'étais pas au courant de ça, a-t-elle balbutié. Bien sûr que non, ai-je dit, parce qu'il te ment, tout comme il a menti à propos de l'entretien d'embauche. Je me suis tourné vers Bastien, qui avait arrêté de donner des coups de pied dans la porte et nous regardait maintenant avec des yeux plissés. Il n'y a pas de poste de directeur des ventes, Bastien, ai-je dit, en projetant ma voix pour que Clémence puisse m'entendre aussi. J'ai appelé l'entreprise. Ils sont en gel des embauches. Il n'y a pas d'entretien la semaine prochaine. Tu prévoyais d'emménager dans ma maison, de me laisser payer l'hypothèque et de ne contribuer absolument à rien, comme tu le fais toujours. Le visage de Bastien s'est tordu. Le masque de la victime est tombé, révélant le prédateur qui se cachait en dessous. Tu te crois si intelligente, a ricané en s'approchant de nouveau de moi. Tu penses que parce que tu sais coder et que je travaille de mes mains, tu es meilleur que moi. Tu ne travailles pas de tes mains, Bastien, ai-je crié en retour. Tu ne travailles pas du tout. C'est ça le problème. Ça n'a pas d'importance, a-t-il crié. Nous sommes là. Le camion est là. Nous emménageons. Nous mettrons les enfants dans le salon. Clémence et moi prendrons la chambre. Tu pourras dormir sur le canapé jusqu'à ce que nous trouvions autre chose. Déverrouille la porte ou je casserai une fenêtre. Si tu casses une fenêtre, ai-je dit en levant mon téléphone, j'appellerai la police. Et comme tu as déjà des ennuis judiciaires pour dommages matériels, je ne pense pas qu'une accusation de vandalisme améliorera ton cas. Tu n'appellerais pas les flics pour ton frère, a dit Hélène, la voix basse. Pense aux voisins. Pense au scandale.
Regarde autour de toi, maman. J'ai fait un geste vers les bois vides. Il n'y a pas de voisin. C'est pour ça que je l'ai acheté. Il n'y a personne ici pour me juger, à part toi. Et très franchement, je me fiche de ton jugement maintenant. Bastien a attrapé un pied de biche à l'arrière du camion. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Ça y était. Il allait vraiment le faire. Bastien, pose ça, a plaidé Clémence en se levant. Elle est folle. Elle le fera. Je ne pars pas, a crié Bastien en brandissant le pied de biche dans les airs. J'ai promis à mes enfants une maison avec une piscine. J'ai promis à ma femme un nouveau départ. Et cette garce égoïste et snob a tout gâché. Il s'est dirigé vers la belle fenêtre en verre plombé du pavillon. Je t'avertis, ai-je crié, mon pouce planant au-dessus du bouton d'appel. Il a levé le pied de biche. Je les ai déjà appelés. Une voix a retenti depuis la lisière des arbres. Nous nous sommes tous figés. Debout au bord de la clairière se trouvait un homme en uniforme vert. Un garde forestier. C'est une terre de conservation protégée, a dit le garde en s'approchant de nous, sa main posée près de sa ceinture. J'ai vu le camion entrer. Les véhicules commerciaux de plus de 3 tonnes ne sont pas autorisés sur cette route d'accès. Vous abîmez le gravier. Bastien a baissé le pied de biche, la panique brillant dans ses yeux. Monsieur l'agent, c'est un malentendu, a dit Hélène, passant instantanément à son personnage de vieille dame sans défense. Ma fille, il y a eu une confusion avec les clés. Il n'y a aucune confusion, ai-je dit clairement. Je suis la propriétaire de cette propriété. Ces personnes violent ma propriété. Je leur ai demandé de partir et il vient de menacer de casser ma fenêtre. Le garde a regardé Bastien, puis le pied de biche dans sa main. Il m'a regardé, seul avec mon dossier de preuves. Monsieur, a dit le garde, sa voix baissant d'un octave, lâchez l'arme, maintenant. Bastien a lâché le pied de biche. Il a heurté le gravier avec un bruit sourd. Tu vas regretter ça, m'a sifflé Bastien, la voix tremblante d'une rage impuissante. Tu es morte pour moi. Bien, ai-je murmuré. Cela fait des années que j'essaie d'enterrer cette relation. Le garde s'est interposé entre nous. Madame, voulez-vous porter plainte? J'ai regardé ma famille. Hélène semblait horrifiée, non pas par la violence de Bastien, mais par le fait qu'un étranger en était témoin. Clémence sanglotait doucement, tenant ses enfants. Bastien avait l'air de vouloir me tuer. Pas encore, ai-je dit, en regardant Bastien dans les yeux. Mais je veux qu'il soit escorté hors de ma propriété, et s'il revienne un jour, je les poursuivrai avec la plus grande rigueur de la loi. Le garde a hoché la tête. Très bien, tout le monde. On y va. Faites demi-tour avec le camion, prudemment. Alors que Bastien remontait dans la cabine, claquant la porte si fort que le camion a tremblé, j'ai ressenti une étrange sensation dans ma poitrine. Ce n'était pas de la culpabilité. Ce n'était pas de la peur. C'était la première bouffée d'air frais que je prenais en 32 ans. Les semaines qui ont suivi l'affrontement dans la clairière ont été plus calmes que je ne l'avais prévu, mais le silence était lourd, comme l'air avant un orage. J'ai passé mes journées à m'installer dans le pavillon du gardien. Chaque matin, je me réveillais au son des oiseaux, pas de texto en colère. Je buvais mon café sur la petite terrasse en pierre, regardant la brume se lever de la prairie. C'était le paradis. Mais je savais que ce n'était pas fini. Les narcissiques ne disparaissent pas simplement. Ils se regroupent. Le point culminant est arrivé de manière prévisible lors d'un événement public où ils pensaient que je serais trop embarrassé pour faire une scène. C'était le mariage de ma cousine Sophie. J'avais hésité à y aller, mais Sophie et moi étions proches, et je refusais de laisser ma famille dicter ma vie sociale. Je suis arrivé à la salle de réception plus en forme que je ne l'avais été depuis des années. Ma peau était nette, ma posture détendue. Je portais une robe que j'avais achetée avec l'argent que je n'avais pas dépensé pour une hypothèque de 5 chambres. Dès que je suis entré, la température dans la pièce a semblé chuter. Hélène tenait sa cour à une grande table ronde près de la piste de danse, parlant à voix basse et dramatique à mes tantes. Bastien et Clémence étaient là, l'air débraillé et agité. Clémence portait une robe manifestement trop chère, et Bastien sirotait un verre avec une mine sombre. J'ai pris place à une table loin d'eux, à côté de quelques amis de l'université. J'ai essayé d'ignorer les regards furieux qui me brûlaient la nuque.
Puis sont venus les discours. Après que le témoin eut terminé un toast maladroit, Bastien s'est levé. Il n'était pas au programme. Il a attrapé le microphone du disque-jockey, se balançant légèrement. « Je veux juste dire quelques mots », a-t-il baragouiné dans le micro. La salle s'est tue. À la famille, à la loyauté, parce que certaines personnes dans cette salle, elles ne connaissent pas le sens du mot. Mon estomac s'est noué. Il allait le faire. Il allait essayer de m'humilier devant 200 personnes. Ma sœur, a-t-il dit en pointant un doigt tremblant vers moi, le projecteur le suivant. Ma propre sœur, Isabelle, elle a laissé ses neveux et nièces dormir dans un hôtel bon marché pendant les 3 dernières semaines. Elle s'est achetée une maison pour elle-même, une petite cabane égoïste dans les bois, alors que nous n'avions nulle part où aller. Elle avait promis de nous aider. Elle a menti. Des murmures de stupeur ont parcouru la salle. Les gens se sont tournés pour me regarder, leurs expressions un mélange de pitié et de jugement. Hélène sanglotait dans une serviette à sa table, jouant parfaitement le rôle de la mère éplorée. Elle a de l'argent, a continué Bastien, sa voix s'élevant. Elle a tellement d'argent, elle ne sait pas quoi en faire. Et elle nous a regardés nous débattre. Elle a appelé les flics sur moi alors que je voulais juste un endroit où mes enfants pourraient dormir. Je me suis levé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement marché vers la table d'honneur, mes talons claquant sur la piste de danse. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti le dossier Manille que je transportais partout depuis la signature. Ma voix était calme mais amplifiée par le silence de la pièce. « Donne-moi le microphone. »« Non » a-t-il crié en le retirant. « Tout le monde doit savoir quel genre de personne tu es. »« Ils le sauront » ai-je dit. Je me suis tourné vers le disque-jockey, qui avait l'air terrifié. Couper son micro. Le disque-jockey, sentant le changement de pouvoir, a coupé le son. Bastien a crié dans un microphone mort, l'air ridicule. Tout le monde peut m'entendre parfaitement, ai-je dit, projetant ma voix jusqu'au fond de la salle. Bastien, tu veux parler de loyauté? Parlons des 14 000 € que je t'ai donnés pour ton entreprise l'année dernière. Où est passé cet argent? C'est hors de propos, a-t-il crié. Parlons de l'appartement dont tu as été expulsé, ai-je continué, en ouvrant le dossier et en sortant les photos. Je les ai brandis pour que les tables les plus proches puissent les voir. Celui que tu as détruit. Celui pour lequel tu dois 3 700 €. As-tu dit à tout le monde ici que tu avais abattu un mur sans permission? Des murmures ont éclaté. Ma tante s'est penchée pour regarder la photo de la cloison sèche détruite. Et le travail, ai-je dit en m'approchant de lui. Le grand entretien pour le poste de directeur des ventes, celui que tu as utilisé pour justifier que j'achète un manoir. J'ai appelé l'entreprise, Bastien. Ils sont en gel des embauches depuis 6 mois. Il n'y avait pas de travail. Tu prévoyais d'emménager ta famille dans ma maison et de me faire tout payer indéfiniment. Le visage de Bastien est devenu blanc. Il a regardé Clémence. Elle le fixait, les yeux écarquillés d'horreur. Tu as dit que l'entretien était confirmé, a murmuré Clémence. Il t'a menti, Clémence, ai-je dit doucement. Tout comme il a menti à maman. Il nous ment à tous depuis des années pour cacher le fait qu'il refuse de travailler. Elle ment, a crié Bastien en se jetant sur les papiers. Elle les a falsifiés. Elle est jalouse de moi. Mais il était trop tard. L'ambiance de la salle avait changé. La pitié avait disparu, remplacée par le dégoût. Hélène s'est levée, son visage un masque de fureur. Isabelle, arrête ça. Tu ruines le mariage de ta cousine. Non, maman, ai-je dit en me tournant vers elle. C'est toi qui as tout gâché quand tu as élevé un fils en lui faisant croire qu'il avait droit à tout sans rien mériter. Tu as tout gâché quand tu as essayé de me forcer à financer sa paresse. J'en ai fini. J'en ai fini de payer pour lui. J'en ai fini de m'excuser pour ma réussite. Et j'en ai fini d'être la méchante dans ton petit récit tordu. J'ai laissé tomber le dossier sur la table devant eux. Les preuves sont toutes là. Lisez-les ou non. Je m'en fiche maintenant. Je me suis tourné vers Sophie, la mariée, qui regardait la bouche bée. Je suis tellement désolé, Sophie. J'enverrai ton cadeau chez toi. Je suis sorti de la salle de réception. Derrière moi,
j'ai entendu la voix de Clémence s'élever en un cri perçant. Tu m'as dit que tu avais le travail. Tu m'as dit qu'elle était d'accord pour la maison. Où est l'argent, Bastien? Je n'ai pas regardé en arrière. Les retombées ont été rapides et totales. Clémence a quitté Bastien 3 jours après le mariage. Elle est retournée vivre chez ses parents, emmenant les enfants. Quand elle a finalement vu les documents du tribunal et réalisé l'étendue des mensonges financiers de Bastien, elle a demandé le divorce. Elle m'a même envoyé un texto une semaine plus tard. Je suis désolé. Je ne savais pas. Merci d'avoir dit la vérité. Le monde de Bastien a implosé. Sans mon filet de sécurité financier et avec ses mensonges exposés à la famille élargie, il n'avait nulle part où se tourner. Hélène a essayé de l'héberger, mais sa communauté de retraités avait des règles strictes sur les invités à long terme. Il a fini par louer une chambre dans une maison en colocation avec 3 autres gars, travaillant sur un chantier de construction qui nécessitait réellement un travail manuel. Hélène a cessé de me parler. Elle m'a envoyé une longue lettre décousue sur la façon dont j'avais détruit la famille et l'avais humiliée. J'ai brûlé cette lettre dans ma cheminée en pierre, regardant le papier se recroqueviller et se transformer en cendres. C'était cathartique. Quant à moi, j'ai trouvé la paix. Le pavillon du gardien est devenu exactement ce dont j'avais besoin qu'il soit, un sanctuaire. J'ai passé mes week-ends à jardiner, à lire au coin du feu et à faire de la randonnée dans les bois. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés. J'ai commencé à sortir avec un homme nommé Julien, un architecte paysagiste qui aimait le pavillon autant que moi et qui ne m'a jamais demandé combien d'argent je gagnais. 6 mois plus tard, par une fraîche soirée d'automne, j'étais assise sur mon porche, un verre de vin à la main. Le soleil se couchait sur les arbres, peignant le ciel de teintes orange et violettes. Mon téléphone a vibré. C'était une notification de LinkedIn. Bastien a consulté votre profil. J'ai souri, j'ai pris une gorgée de vin et je l'ai bloqué. Le silence des bois était profond. Ce n'était pas solitaire. C'était plein, plein de possibilités, plein de paix, et surtout, plein de liberté. J'avais bâti une forteresse, non pas pour tenir les gens à l'écart, mais pour protéger la paix que j'avais enfin trouvée en moi. Et pour la première fois de ma vie, je ne me contentais plus de survivre, j'étais chez moi.